Je m'appelle Bastien Lefrançois. Je suis le premier pilote de dirigeable solaire et j'aime bien me promener dans les bois. Alors je vous y emmène. Comme on est tous là, on va partir d'ici. On va aller en forêt de Meudon, mais par une après-midi de l'été 1884. Alors montons sur le plateau par la fontaine d'Ursine. Redescendons, après l'avoir traversé, du côté des étangs de Meudon. Et tant qu'on y est, on va pousser jusqu'à l'étang de Chalais. Vous savez, là où il y a le hangar. D'ailleurs, en passant là-devant, c'est curieux, il y a du bruit. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais vraiment perçu une activité là derrière. Et pourtant, aujourd'hui, on entend des voix. En tendant d'en voir un peu plus, depuis les talus, là où il n'y a pas trop d'arbres, on arrive à apercevoir quelque chose. Une énorme enveloppe, fait bien ses 50 mètres de long, sous laquelle est suspendue une longue nacelle en bois, avec d'un côté comme un grand gouvernail, et à l'autre extrémité, une hélice en bois. À la démesure du reste, elle a bien l'air de faire 4 fois la hauteur d'un homme. Dans la nacelle, 2 hommes. Et autour, une petite équipe. Ils s'affairent à des préparatifs, mais on dirait qu'ils ont presque fini. Lâchez tout! L'ordre a retenti, puis disent. Le dirigeable s'élève, lentement. Une fois bien arrivé au-delà de la cime des arbres, on voit l'hélice se mettre en rotation et le dirigeable commencer à avancer. Il s'éloigne vers le sud, jusqu'à être masqué par la cime des arbres. On ne voit pas ça tous les jours. Si vous n'en croyez pas vos yeux, je vous rassure, il y a d'autres témoins. Juste au-dessus, l'observatoire de Meudon était le mieux placé pour prendre le seul cliché de ce vol. Alors notre dirigeable, il est parti vers le sud, mais l'équipe, au sol, est restée là. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils aillent vaquer à leurs occupations. Mais non, ils restent là, ils continuent de regarder le ciel dans la direction où est parti l'engin. Et ça dure un bon moment. Bon quart d'heure plus tard, petite agitation encore, et puis on entend un bruit. Une sorte de bourdonnement, sifflement précède de peu l'émergence du dirigeable de derrière la cime des arbres. On le voit faire un grand virage, redescendre et revenir se poser. Là d'où il avait décollé. Ce 9 août 1884, c'est la première fois qu'un aéronef, une machine volante construite de la main de l'homme, revient se poser à l'endroit de son décollage. Ce jour-là, l'homme a prouvé qu'il était capable de maîtriser un vol. Alors pour bien saisir la portée historique de l'événement, il faut commencer par comprendre que, jusqu'alors, la direction des vols a toujours été plus ou moins subie. Le vent, c'est un peu comme un tapis roulant sur lequel on monte quand on décolle. Et jusqu'alors, on ne volait qu'en ballon libre, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'autre moyen que de se laisser porter par le vent. Plus exactement, par les vents, parce que selon l'altitude où on se trouve, le tapis roulant n'a pas forcément la même vitesse ni la même direction. Donc ça laisse tout un champ de possibles. Mais ça oblige à composer avec les vents du jour. Être dirigeable, précisément, c'est pouvoir se diriger, se déplacer sur ces tapis roulants. Donc ça nécessite un propulseur, une hélice, et de quoi le faire tourner. Un moteur et de l'énergie, un carburant. Alors, en ce siècle de révolution industrielle, les moteurs, il y a eu pas mal de développement de ce côté-là. Et dans les décennies qui ont précédé le vol de Meudon, plusieurs inventeurs, plusieurs aéronautes ont tenté des solutions pour propulser leurs aérostats. À la force musculaire d'abord, et à la machine à vapeur. Mais cet été 1884, c'est bien un moteur électrique alimenté par une pile qui a rendu tout ça possible. Là, on est en 1884. À peu près 15 ans plus tard, il y a eu un autre développement qui est apparu, le moteur à explosion, bien connu, qui lui fonctionne avec un carburant particulièrement léger, donc qui permet des vols beaucoup plus longs que les 23 minutes du vol de Meudon. Le transport aérien commercial remonte à cette époque-là. En Allemagne d'abord, et puis dans les années 20, c'est carrément la traversée de l'Atlantique qui est rendue possible par ces machines-là, en 1 à 2 jours de moins que ce qui se faisait en bateau à la même époque. Et ça, on a oublié l'extraordinaire popularité que ça avait. Mais ces moteurs à explosion, ils ont aussi donné naissance finalement à l'aviation. À l'aviation, puis à ces formidables développements sur toute la première moitié du XXe siècle. De sorte que dans les années 50, il n'y a plus besoin que d'une vingtaine d'heures pour traverser l'Atlantique.
Donc à partir de ce moment-là, de cette époque-là, le dirigeable n'a plus été le meilleur moyen de transporter vite et loin de grands volumes. Transporter vite, loin et beaucoup. Une sorte de toujours plus finalement. Ça a été la ligne directrice des développements industriels de cette deuxième moitié du XXe siècle. Les dirigeables étaient plutôt lents, volumineux et sensibles au vent. Du coup, ils se sont assez naturellement retrouvés au second plan des développements techniques. Mais je vous propose de revenir un petit peu sur ce que je viens de dire. Lent, volumineux, sensible au vent. Volumineux évidemment, puisque c'est leur volume qui, par la poussée d'Archimède, leur permet d'être en l'air. Du coup, ils sont lents. Vous avez tous marché dans l'eau avec de l'eau jusque-là, de l'eau jusque-là. C'est galère. L'eau résiste à notre avancement, à notre avancée, à notre déplacement. L'air, c'est pareil, ça résiste moins, mais quand on est un dirigeable, on est tellement plus volumineux, on a tellement plus de surface que ça résiste. Et plus on avance vite, plus ça résiste. Donc, on se contente d'un juste raisonnable. Mais aller lentement, ça peut être un atout aussi. Je ne dis pas ça que parce que je vois le chrono qui défile. Mais quand il s'agit de regarder, par exemple, on voit plus de choses quand on reste longtemps. En ballon, on vous propose l'expérience unique d'un balcon sur le monde, finalement, à la fois dominant et parfaitement intégré, puisque le vent vous porte, donc vous devenez le vent. Vous faites partie du paysage, et vous le parcourez en même temps, comme on parcourt un livre. Et d'ailleurs, pour un aérostat, aller lentement, rien de plus facile. Il suffit de ne rien faire. Et on flotte. Sensible au vent. Là, il y a du vent. Oui, parce que si on veut aller sur un tapis roulant qui va vite, il faut pouvoir courir dessus. Si on n'est pas capable de courir, il faut juste s'assurer qu'il soit suffisamment lent, que le tapis roulant est suffisamment lentement. Si vous voulez le faire redécoller, vous pouvez enlever, il y a des petits bouts de bois au bas du ballon. Si vous en enlevez un, il devrait redécoller. Donc il faut s'assurer que le tapis roulant est suffisamment lentement. Quand on prépare un vol en aérostat, on porte une attention particulièrement attentive, particulièrement fine, aux conditions de vent, à la pile de tapis roulant de ce jour-là. Et finalement, ça a été un peu ça, la plus grande intelligence des hommes de Meudon dont je parlais tout à l'heure. Ça a été non seulement effectivement leurs innovations techniques, la pile, le moteur et le dirigeable, mais ça a été de les utiliser dans des conditions adaptées. Ça a été de savoir porter à l'atmosphère l'attention nécessaire pour que leur expérience se passe bien. Et ça a été de le faire à cette époque-là, où on ne connaissait pas grand-chose à comment ça se passe là-haut dans l'atmosphère. Un peu comme moi, finalement, quand j'ai commencé le ballon, je ne connaissais pas encore grand-chose aux sciences de l'atmosphère. J'étais élève ingénieur à l'époque, et j'avais la tête pleine d'idées d'énergie renouvelable ou d'industrie plus propre. Mais je pense que j'avais surtout, déjà moi aussi, la tête dans les nuages. Et une succession d'opportunités de passer du temps, justement, avec ces machines-là. À commencer par le ballon libre. Moi aussi. J'ai obtenu mon brevet de pilote de montgolfière peu avant mon diplôme d'ingénieur. Et très vite, avec une équipe d'étudiants, on s'est mis dans la tête de vouloir faire voler un dirigeable électrique d'un nouveau genre. C'est-à-dire qu'on a remplacé la pile électrique de Meudon par quelques mètres carrés de panneaux solaires. Et sur un dirigeable aussi gros, capable de porter son pilote, c'était une première mondiale. Ça a donné cette machine de 22 mètres de long, 2 kW à peu près, et presque aussi lourd de panneaux solaires que de pilotes. Adapter des panneaux solaires sur un dirigeable, sur un aérostat d'ailleurs, quel qu'il soit, gonflé et autres, ça pose un certain nombre de questions techniques. Mais le défi, pour nous aussi, tenait beaucoup dans les conditions d'opération, puisque non seulement il faut faire attention au vent, mais en plus, là, il faut faire attention à la lumière. Mais, finalement, faire attention plus finement à son environnement, c'est un petit peu la tendance de ce début du XXIe siècle. Notamment dans l'industrie des transports, ça oblige
à concevoir les machines en fonction plus ciblée de ce qu'on veut leur faire faire. Je vais prendre un exemple. Imaginez que je vous demande de transporter 500 personnes à l'autre bout du monde en moins d'une journée. On voit tout de suite un cigare blanc, des ailes, des hublots tout le long, des surfaces à l'arrière. Si je vous demande d'aller chercher un homme en danger dans la montagne alors que la tempête approche, là pareil, on voit un rotor, un petit rotor à l'arrière, une cage à oiseaux au milieu. On a tous vu ces machines-là de plus ou moins loin. Si je vous demande par contre de rester longtemps, au-dessus d'un endroit donné, ou alors d'aller livrer ou chercher une charge volumineuse ou lourde, ou les deux, au-dessus à un endroit où il n'y a ni route, ni aéroport, ni port, ni réseau ferré ou fluvial. Là, ça commence à demander réflexion. Bon, vous commencez à me connaître, vous avez une vague idée d'où je veux en venir. Mais l'image est quand même moins nette. Et en fait, ça fait tellement réfléchir partout dans le monde que sur cette décennie actuelle, plusieurs gouvernements ont consacré des financements à ce que des programmes industriels développent des solutions qui n'ont jamais encore été aussi mûres qu'elles le sont aujourd'hui. Revenons à notre petite aventure. Là, vous nous voyez en vol d'essai, au-dessus de la plaine de Brie. À cette époque-là, on visait une traversée de la Manche. On n'a pas traversé la Manche. Mais on a quand même fait, avec notre petit dirigeable photo électrique, une petite dizaine de vols d'essai, jusqu'à 1 heure, même plus d'1 heure de vol, tous en circuit fermé, nous aussi. Et depuis, cette expérience acquise au cours de cette aventure, des précédentes et des suivantes, aujourd'hui, je l'investis dans un de ces programmes industriels dont je parlais tout à l'heure. Je vous parlais tout à l'heure, juste avant, de la possibilité qu'offrent les ballons, les aérostats, de voir le monde tout à la fois de près, d'au-dessus et de l'intérieur. Mais justement, moi, si je choisis de passer mon temps sur ces machines-là, c'est précisément pour explorer cette vision du monde. Cette vision, on n'est plus conquérant, mais accueilli. Cette vision de la qualité et non plus de la quantité avant tout. On fait amplement connaissance avant de s'inviter et on s'essuie les pieds avant d'entrer. En aérostat, on prend le temps, parce qu'on n'a pas d'autre choix, de bien comprendre où est-ce qu'on s'installe. Et on prend conscience que cette humilité-là peut nous ouvrir un champ de possibles très vaste et très prometteur. Je vous invite à y repenser dans 4-5 ans et quelques. Vous devriez voir réapparaître ces silhouettes placides, oubliées, mais familières. Merci.